Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Je remercie à Alain Supio pour l'invitation à ces colloques et à Mireille Delmas-Marty pour avoir accordé une place à la santé globale au sein des initiatives menées par les réseaux internationalisation du droit sur les principes de la responsabilité. J'aimerais donc vous parler sur la responsabilité et la santé globale. Tout d'abord, une question s'impose. Qu'est-ce que c'est la santé globale? Dominique Kerouédan, qui a assuré dans cette maison, le Collège de France, la chaire géopolitique de la santé mondiale en 2013, nous explique que la santé globale, ou Global Health, trouve son origine dans la conscientisation de son caractère universel. N'importe quel événement de santé se produisant dans un endroit du globe porte en lui un potentiel de menace pour toute la population ou la sécurité nationale d'un autre pays. Au fur et à mesure, l'expression santé globale, selon João Biel et Adriana Petrina, est devenue une anarchie des codes, recouvrant souvent des intérêts très hétérogènes, cachés par une sorte d'éthos de la responsabilité collective, visant à faire face à des crises sanitaires, d'où l'usage systématique des slogans mobilisateurs tels que sauver des vies ou améliorer l'accès aux médicaments, qui recouvrent en réalité des objectifs politiques et économiques fort différents. Il s'agit donc d'une sorte de solidarité intéressée et nous venons de vivre une expérience sans précédent dans ce domaine. En août 2014, lorsque la maladie à virus Ebola faisait ravage en Afrique de l'Ouest, surtout la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, le docteur John Ashton constatait la faillite morale du capitalisme, agissant en l'absence d'un cadre éthique et social. 2 mois plus tard, c'est la directrice générale de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan, qui reconnaît: l'épidémie d'Ebola met en lumière les risques qui font peser les inégalités économiques et sociales grandissantes dans le monde. Les riches reçoivent les meilleurs soins, on laisse mourir les pauvres. En plus de ces mots peu coutumiers pour un haut fonctionnaire international, la directrice de l'OMS précise que depuis l'apparition de ces virus, il y a près de 40 ans, aucun vaccin ou médicament n'a été fabriqué pour y faire face. Et c'est là tout simplement, je cite toujours Margaret Chan, parce qu'Ebola a été confiné historiquement et géographiquement aux pays pauvres africains. Une industrie obsédée par les profits investis dans les produits pour des marchés qui ne peuvent pas payer. Fin de citation. Alors, une vraie course aux vaccins et traitements s'est installée. Elle s'accélère lorsque les repatriements dans les pays occidentaux des personnes atteintes de la maladie, combinés à l'apparition des cas de contagion autochtones, surtout aux États-Unis et en Espagne, chez des professionnels de santé s'étant occupés d'un malade répatrié, devient la cible d'un traitement médiatique anxiogène. Les scientifiques Bruno Canard remarquent que les marchés émergent lorsque le virus sort d'un pays où l'Occident voudrait bien qu'il reste. Rien de mieux donc que la crise sanitaire déclenchée par l'Ebola pour introduire la thématique de la responsabilité juridique dans le cadre de la santé globale. D'abord parce qu'il faut être capable d'accorder une priorité aux grandes catastrophes avant qu'elles ne soient en cours, mobilisées par la raison et par la solidarité et non pas par la panique. Ensuite, c'est la complexité de la crise d'Ebola qui fait d'elle un laboratoire hors du commun pour les études sur la responsabilité. Comme l'a dit Peter Piot, co-découvert du virus Ebola, dont les mémoires viennent d'être publiées en France chez Odile Jacob, l'épidémie a fait ressortir les pires et les meilleurs de l'humanité. Or, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, en septembre 2014, prend en charge la réponse internationale à l'Ebola, au détriment de l'Organisation mondiale de la santé, je crois que nous pouvons nous permettre de poser la question: serons-nous dans les pires ou dans les meilleurs? Le but de cet exposé est donc d'identifier les principaux acteurs de la santé globale ainsi que quelques obstacles à être levés si l'on veut prendre la responsabilité au sérieux dans les domaines de la santé globale.
4 propositions seront émises dans cette perspective. La première, bâtir une approche critique de la santé globale, capable de discerner aussi bien les effets de l'internationalisation de la santé que les tensions qu'elle engendre. La deuxième, rétablir la centralité de l'OMS et en particulier du règlement sanitaire international lors de la réponse aux épidémies. Troisième, résister à la sécurisation de la santé globale, bien exemplifiée par la réponse apportée à l'Ebola. Et enfin, dénoncer et combattre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales durant les crises sanitaires. Je ferai un grand effort de synthèse pour vous présenter en quelques minutes ces propositions et j'en assume tous les risques, surtout les omissions que je ferai, mais je les ai développées dans un article que j'ai préparé spécialement pour ces colloques, basé sur deux centaines de références bibliographiques, des documents des organisations internationales. Il est disponible, cet article, à ceux qui peuvent s'en intéresser. Donc je commence très vite par la première proposition, mettre en place une approche critique de la santé globale. De nos jours, la santé figure à l'ordre du jour des sommets du G8, du Conseil de sécurité et d'autres organes de haut niveau. D'après Dominique Kerweda, je cite, « De ces concertations émanent des partenariats mondiaux aux instances dirigeantes desquelles s'invitent les secteurs privés industriels et les mécènes philanthropes, dont les volumes financiers et politiques imposent de faire leurs priorités, selon une gouvernance qui fait trembler l'indépendance et l'autorité de l'OMS, dont le leadership est partagé avec la Banque mondiale depuis les années 80. Ainsi, un réseau extrêmement complexe regroupe des fondations, alliances, mécanismes de collecte de fonds, partenariats publics-privés et dispositifs de coordination, où des dizaines de nouvelles entités sont recensées à chaque année. Les négociations entre ces nouveaux acteurs sont présentées comme la nouvelle diplomatie de la santé globale. De plus, les États, en général, utilisent la santé comme un instrument de leur politique étrangère, surtout dans les cadres de la coopération au développement. Face à cette multiplication des acteurs dans le domaine international de la santé, il est souvent difficile d'identifier qui décide et qui rend des comptes à qui. Les défaillances de l'Organisation mondiale de la santé sont alliées aussi aux conséquences de cette pluralité d'acteurs et d'intérêts sur les moyens de financement de l'organisation. Dans les années 70, les contributions fixes au budget de l'OMS, c'est-à-dire les contributions obligatoires des États membres, dont la destination est librement déterminée par les organes décisoires de l'OMS, correspondaient à 75% ou même 80% du financement de l'organisation. Or, à la fin des années 90, les contributions volontaires dépassaient les contributions fixes et atteignaient 51% du budget de l'organisation. Ces contributions volontaires, en provenance aussi bien des États membres que des acteurs privés, s'y dessinent à des programmes spécifiques. Elles sont donc ciblées et disposent de ses propres commissions d'administration, intégrées surtout par les donateurs. Les contributions volontaires ont augmenté à un tel point qu'en 2013, elles représentent 76% du financement de l'organisation. La multiplication du nombre d'organismes qui interviennent dans le secteur de la santé se traduit par des répétitions inutiles et un morcellement de l'action internationale. La Fondation Bill Gates est de nos jours la plus importante donatrice volontaire de fonds à l'OMS, plus importante que les États-Unis. Elle a apporté, par exemple, en 2011 et 2012, 1/8 du budget total de l'OMS. D'après Bill Gates, sa fondation milite en faveur d'un capitalisme créatif. En 2014, parlant au nom de la Fondation Gates à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé, Melinda Gates déclare aux représentants des 194 membres de l'OMS, États membres de l'OMS, dont la plupart sont des ministres de la santé, je cite, « Sauver des nouveau-nés est un acte de bonté et d'amour, mais aussi un acte parfaitement rentable sur le plan économique. » Or, les critiques à l'action de la Fondation Gates se multiplient. La vision et l'approche scientifique de cette fondation ont été qualifiées d'étroites et dangereuses, dans la mesure où elles masqueraient la nécessité d'intervenir dans des domaines plus urgents tels que l'amélioration des infrastructures sanitaires, mais aussi parce que l'investissement managérial dans des programmes évalués sur les résultats
perpétue les schémas des programmes verticaux qui fragmentent et déséquilibrent les systèmes de santé des pays pauvres, car davantage dessinés en fonction des fonds octroyés qu'en fonction des besoins réels de ces pays. La Commission d'Oslo sur la gouvernance globale de la santé, qui a élaboré un rapport sur les origines politiques des inégalités dans les domaines de la santé et les perspectives de changement, a constaté que dans l'état actuel de la gouvernance, il n'y a pas de moyens par lesquels il est possible de garantir la responsabilité des acteurs publics et privés des conséquences de leurs actions sur la santé. Ainsi, les acteurs de la santé globale ne sont que très rarement en situation d'être tenus pour responsables. Or, ni les bonnes intentions des acteurs, ni l'urgence de l'action ne peuvent servir à justifier cette opacité. Comme l'a dit Philippe Kouriski, nous devons enquêter sur l'efficacité des actions sur le terrain qui restent rarement mesurées correctement. Nous devons donc encourager les études sur les effets concrets des initiatives globales sur la santé des populations. Mais une fois sur le terrain, un avertissement de Louis Pasteur, prononcé en 1854, est toujours d'actualité. Je cite, « Souvenez-vous que dans les champs de l'observation, les hasards ne favorisent que les esprits préparés. » Une vision critique s'impose donc, notamment au sein des universités, où nombreux sont ceux qui se félicitent des financements généreux pour la recherche sur la santé globale, apparus ces dernières années, alors qu'un nouvel agenda de recherche s'avère nécessaire. Je passe très vite aussi à la deuxième proposition, celle d'établir la centralité du règlement sanitaire international dans la riposte aux épidémies. Au moment de l'apogée de la crise d'Ebola, les silences des gouvernements, des organisations internationales et des médias sur les règlements sanitaires internationaux retient l'attention, un silence qui fait du bruit. Établi sur les fondements des articles 21 et 22 de la Constitution de l'OMS, le règlement sanitaire international est un instrument de hard law, dont la seule particularité est l'usage de la technique de opting out. Par conséquent, les États parties sont liés par les règlements, sauf s'ils s'y opposent formellement. Depuis sa première version, qui date de 1951, le règlement est un instrument de combat face à la propagation des maladies infectieuses spécifiques, le choléra, la peste, la fièvre jaune, la variole, la fièvre récurrente et les typhus. Une nouvelle version en 1969 et des modifications de la norme se sont succédées en 1973 et 1981, mais la portée du règlement ne change profondément qu'en 2005. Suite à l'impact des attentats du 11 septembre 2001, ainsi que d'autres épisodes, tels que l'envoi de lettres empoisonnées à l'anthrax, toujours en 2001 aux États-Unis, ou l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, la SARS, en 2003, les maladies spécifiques ont cédé leur place à la notion d'urgence de santé publique de portée internationale, définie par les règlements comme un événement extraordinaire dont il est déterminé, 1, qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États en raison du risque de propagation internationale des maladies, et 2, qu'il peut requérir une action internationale coordonnée. L'épidémie d'Ebola est la troisième urgence reconnue par l'OMS après la grippe A H1N1, déclarée une urgence le 25 avril 2009 et ensuite reconnue comme une pandémie le 11 juin 2009, et la propagation internationale du poliovirus sauvage déclarée le 5 mai 2014. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du règlement, le 15 juin 2007, les États parties sont obligés de notifier à l'OMS l'existence de n'importe quel événement qui puisse correspondre à cette définition. Ensuite, il incombe à la direction de l'OMS de déterminer l'existence d'une urgence et ensuite de formuler des recommandations aux États et au public en général, après avoir tenu compte de l'avis d'un groupe d'experts dénommé Comité d'urgence, dont les membres sont choisis par la direction de l'OMS elle-même. Si l'on veut prendre la responsabilité au sérieux dans les domaines de la santé globale, une profonde réflexion sur les règlements s'impose, en particulier à l'égard du rôle de l'expertise dans la déclaration des urgences, sur la nature des recommandations de l'OMS et la mise en œuvre du règlement par les États membres. En ce qui concerne l'expertise, lors de la pandémie de grippe A
H1N1, l'OMS a protégé l'identité des membres du comité d'urgence, ce qui a suscité les plus vives critiques, y compris des commissions d'enquête comme celle constituée au Sénat français en 2010. En outre, des études académiques sérieuses ont conclu que la collecte et la sélection des faits censés guider la prise de décisions politiques résultent des proximités peu transparentes entre l'OMS, les compagnies pharmaceutiques et les commissions d'experts. Il a fallu attendre la fin de l'épidémie de grippe en août 2010 pour que la liste d'experts ainsi que leurs déclarations d'intérêt soient révélées. Les soupçons se confirment alors. Les déclarations révèlent comment un quart des membres du comité ont bénéficié de financements directs ou indirects des grands laboratoires. Désormais, les déclarations d'urgence au titre du règlement sanitaire international se font accompagner dès leur annonce au public de la liste des membres du comité ainsi que de leurs déclarations d'intérêt. Ainsi, grâce à la crise politique de la grippe A, des progrès en matière de transparence ont été réalisés. Il convient pourtant d'analyser ces listes, surtout les listes des membres des comités d'urgence qui ont été déjà créés. Ils se sont penchés sur des maladies aux caractéristiques très distinctes qui se sont propagées dans des contextes incomparables. Néanmoins, on constate la présence récurrente de certains experts, alors que la sélection des membres des comités est censée reposer principalement sur leur aptitude technique et leur expérience dans les domaines des compétences pertinentes. Par ailleurs, les déclarations d'intérêt des experts sont peu nombreuses et les informations fournies demeurent très hétérogènes, la plupart exprimées en une seule ligne. L'OMS a fait savoir qu'elle communique ces informations par souci de transparence, mais de l'avis du secrétariat, ces activités ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts. Mais il n'y a aucune raison pour que cette expertise échappe au débat sur la transparence et la accountability. En deuxième lieu, il faut réouvrir le débat sur la valeur contraignante des recommandations de l'OMS en cas d'urgence. Les textes du règlement ne laissent aucun doute, ce sont des recommandations non contraignantes, c'est-à-dire de la soft law. Mais les contenus de ces recommandations révèlent les enjeux politiques, économiques et sociaux des urgences sanitaires. Prenons une recommandation typique lorsqu'il s'agit d'une urgence, celle adressée à tous les États de maintenir ouvertes les frontières et de ne pas restreindre les trafics dans les zones affectées afin de permettre l'accès des professionnels de santé et l'arrivée de l'aide internationale. Recommandation qui n'a pas été suivie par plusieurs États durant la crise de l'Ebola, y compris des pays tels que l'Australie ou le Canada. À ces propos, le conseiller juridique de l'Organisation mondiale de la santé, M. Burchi, a dit, je cite, « C'est de l'intérêt des États membres de suivre ces recommandations. Mais lorsque vous avez un tel niveau de panique et d'angoisse, soft law shows its softness. » En l'espèce, l'obstacle à la responsabilisation des États est l'absence de sanctions pour violation de ces principes clairement établis par les règlements sanitaires internationaux. Néanmoins, les mépris les plus graves au règlement, celui qui engendre, à mon avis, une violation systématique des recommandations de l'OMS, est d'une autre nature. Prenons l'exemple des recommandations adressées aux États affectés par la transmission du virus Ebola. Je cite quelques-unes. L'État doit offrir un accès immédiat à un financement d'urgence pour entreprendre et maintenir les opérations de riposte et veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour mobiliser et rémunérer les personnels de santé nécessaires. Il faut assurer la prévention, la sensibilisation des communautés, la surveillance, les aptitudes des tests, des diagnostics en laboratoire, la recherche et le suivi des contacts, la prise en charge des cas, ainsi que la communication rapide d'informations précises entre les pays, et cela au niveau des États ou des provinces, ainsi qu'au niveau local, pour garantir une étroite coordination entre tous les niveaux. C'est-à-dire ces actes des gouvernements sont en étroite relation avec la disponibilité immédiate des ressources humaines et financières. Comme l'a souligné Lawrence Gosling, droit et gouvernance se confondent lorsqu'il s'agit de la santé globale. On dira sans équivoque, la plupart des recommandations adressées aux États supposent l'existence d'un système national de santé bien structuré. Vous avez oublié de me présenter ?
mais vous n'avez pas oublié de me montrer la fiche de 5 minutes. J'avais quand même l'espoir, peut-être il va oublier aussi de contrôler le temps. C'est ça l'arbitrage. Alors, je m'excuse parce que je vais vraiment très vite. Je vais couper plusieurs choses, mais j'aimerais quand même vous demander. Peut-on obliger un État à avoir un système national de santé? Ou dans les pays où ces systèmes existent déjà, mais sont de nature privée, est-il possible de contraindre un État à rendre accessible son système de santé aux plus démunis? Par conséquent, à propos des éventuelles sanctions à envisager par violation du règlement, la principale question est celle de savoir dans quelle mesure certains États parties sont vraiment capables de mettre en œuvre ces règlements. Les États parties sont obligés de fournir des informations au secrétariat de l'OMS sur l'application du règlement en ce qui concerne leurs capacités nationales pour accomplir leurs obligations. En novembre 2014, 64 États parties avaient indiqué à l'OMS que les normes minimales concernant leurs principales capacités étaient respectées, c'est-à-dire 32% des États se considèrent eux-mêmes, c'est une auto-évaluation capable de mettre en œuvre les règlements. 81 États parties avaient demandé un deuxième délai supplémentaire de 2 ans pour y parvenir, soit jusqu'en 2016. 41% donc demandent encore 2 ans pour se préparer, pour appliquer les règlements. Et 48 n'ont pas communiqué leurs intentions à l'OMS, c'est-à-dire environ un quart des États parties au règlement ne rendent tout simplement pas compte à l'OMS de la mise en œuvre du règlement, pourtant contraignant à l'égard des États parties. Et j'ai fini, j'abandonne donc la troisième et la quatrième proposition, mais je ne peux pas renoncer à dire que l'état des capacités nationales est aussi à relier à la responsabilité des institutions financières internationales dans la dérive des systèmes nationaux de santé, surtout en Afrique de l'Ouest. L'effondrement de la santé publique dans la région s'est produit dans le contexte de profondes transformations économiques, sociales et écologiques liées à la déstabilisation politique, la pauvreté et les inégalités sociales. Mais on a souvent la fausse idée qu'il n'y avait rien dans ces États en matière de santé. Or, cela n'est pas vrai. Selon les études publiées par Kenchike Lenise, Mackey, Stuckler et d'autres, les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, les FMI et la Banque mondiale ont joué un rôle décisif dans cette évolution. Les programmes dont les FMI s'est fait avocat ont contribué au problème des manques de moyens financiers et de personnel et au manque de préparation des systèmes de santé dans les pays frappés par Ebola, affaiblis par les exigences de réformes économiques et de réduction des dépenses publiques et des salaires dans la fonction publique et de décentralisation des systèmes de santé. En effet, en Sierra Leone, par exemple, au cours des années 90, les consultants de la Banque mondiale avaient réussi en 3 ans à renvoyer plus de 5000 employés des hôpitaux et à réduire de 2/3 la masse salariale du ministère de la Santé. Il en découle qu'avant la crise de l'Ebola, la Sierra Leone ne comptait que 0,2 médecins pour 10 000 habitants. Au Libéria, on avait 0,1 médecin et 8 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. Donc, 3 dragées, je crois. Il faut combattre la terreur utile, l'expression est de Bruno Canard, il faut résister à la sécurisation de la santé. Je n'aurai pas le temps de vous dire qu'est-ce qui s'est passé à la mission des Nations Unies pour la riposte à l'Ebola. C'est que nous avons, c'est une stratégie de contention de la maladie et de militarisation. Ça, à mon avis, constitue une sorte d'utopie totalitaire, la fausse idée des États, surtout des États-Unis, qu'on peut, par la voie de la sécurité, éviter que ces genres de maladies arrivent au monde développé.
Ensuite, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, j'aimerais quand même citer Mireille Delmas-Marty lorsqu'elle dit « La distinction entre la peur des risques et la peur des autres est de plus en plus difficile, puisqu'on a vu des cas extraordinaires de violations des droits de l'homme aux pays les plus touchés, c'est vrai, par exemple, les lois anti-Ebola adoptées par le Parlement de la Sierra Leone, mais aussi aux États-Unis, aussi au Canada, aussi en Australie, aussi au Brésil. Par exemple, aux États-Unis, l'infirmière des Médecins sans frontières qui est condamnée à garder une distance d'1 mètre des autres personnes. Donc là, il faut quand même faire attention à ces violations. Et j'ai fini pour dire que si la crise de l'Ebola est devenue un cas d'école sur les effets de la globalisation économique sur la santé des populations, il n'est pas le seul. Bien d'autres chiffres de la santé globale qui ne font pas la une des journaux, ne suscitent pas la panique ni la peur, mériteraient une attention particulière. Dans un monde qui, malgré les crises économiques successives, n'a jamais été si riche, 1,5 million de personnes meurent de la tuberculose chaque année. En 2013, 9 millions de personnes ont été affectées. Nous avons eu également 198 millions de cas de paludisme qui ont causé en une année 584 000 décès. Selon le docteur Paulo Bus, on ne doit pas parler des maladies négligées, ce sont des personnes négligées. Ces millions de morts évitables confirment que la globalisation, comme l'a dit Marc Gentilini, sous sa forme actuelle, a quelque chose d'acculturant et de déshumanisant qui provoque parfois mépris et rejet, une cassure entre les élites et les terrains. Il me semble que la mise en œuvre du principe de la responsabilité est fort probablement le seul chemin capable de les réconcilier. Merci beaucoup.